Alors, bonjour à tous. Alors, merci de nous avoir rejoints sur Zoom et sur le Facebook du FFSU pour parler du monde du trail. Alors, nous sommes ici à la Maison des Sports sur le campus de la faculté de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, on sera là pour parler pendant à peu près 1h30 sur le monde du trail. Il y aura différents points de vue qui seront abordés par nos invités. Alors, nos invités, on est en présence de Emmanuel David, donc, qui est éducateur sportif au Ducathlé, qui a participé au championnat du monde de trail, qui est en équipe de France également. Et également de François Vassard, donc, qui est lui éducateur sportif à la SPTT Dijon, qui est préparateur d'athlètes et qui a fait plusieurs podiums sur les trails régionaux. Donc, on va les laisser commencer leur présentation. Bonsoir à tous, donc Emmanuel David. Comme on vient de le préciser, je suis éducateur sportif au ducathlétisme et je pratique la course à pied depuis l'âge de 12 ans. J'en ai maintenant 44, donc ça fait un petit peu d'expérience, que ce soit sur la piste, en cross, sur route et en trail un petit peu plus, dernièrement, on va dire. Et j'encadre depuis quelques temps des athlètes et donc on va pouvoir échanger ce soir sur ce monde très large du trail. François, je te laisse. Merci Manu. François Vassard, donc oui, effectivement, coach à la SPTT Athlétisme Dijon, en charge du groupe Run and Trail, coureur moi-même, j'ai toujours couru depuis 30 ans, donc à peu près autant de temps que Manu, peut-être à moins haut niveau par contre. Moi, ma passion, c'est les sports d'endurance, que ce soit le vélo, le ski de fond, le triathlon aussi que j'ai pratiqué, mais mon fil rouge, ça a été la course à pied, que je pratique toujours. Et au fur et à mesure, j'ai passé des diplômes, les premiers en 2003, et puis je les ai renouvelés récemment, des diplômes fédéraux, des diplômes universitaires et des diplômes d'État sur l'entraînement. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, et le trail en particulier. L'idée ce soir, c'est de vous présenter l'activité trail, tracer quelque chose d'assez large pour que tout le monde s'y retrouve et que vous ayez envie de pratiquer si vous ne pratiquez pas ou d'aller plus loin si vous pratiquez. Donc, ce qui a été vu sur la fiche, vous avez vu, c'est découvrir, s'entraîner et performer. Donc, on va vous faire une petite présentation. Moi, je vais vous faire un historique, puis Manu va vous parler de différents formats qui existent. Ensuite, on vous parlera de l'entraînement et ensuite, on vous parlera comment aller un petit peu plus loin dans l'entraînement pour éventuellement performer. Et puis, on est à votre disposition pour les questions. Je crois que vous en avez. Et si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. Il y aura un temps de réponse à la fin. Donc, déjà, le plus important, c'est de savoir de quoi on parle et d'où on vient pour un petit peu comprendre l'activité. Le trail, en fait, c'est une abréviation, c'est trail running. Et c'est important d'avoir les deux, puisque dans running, run en anglais, c'est course à pied, donc courir. Et trail, la traduction, alors elle n'est pas forcément définitive en français, mais c'est chemin, piste, sentier. Donc, on est sur quelque chose où on court sur du chemin, de la piste, des sentiers, donc plutôt en dehors de la route. Et curieusement, il n'y a pas forcément de définition officielle, mais on va dire que si on donne une définition officieuse, c'est course pédestre en pleine nature. Donc, on a une référence à un sport outdoor sur des chemins avec faible proportion de routes bitumées. Donc, c'est vraiment de la course sur chemin. C'est important de le répéter et je pense que Manu le transmettra tout à l'heure avec les différents formats. Souvent, on associe le trail à la montagne. Oui, il y a beaucoup d'épreuves qui se passent en montagne, mais pas que. On peut en avoir en plaine, en forêt, au bord de mer, etc. Donc, il faut garder en tête que dès qu'on sort des routes, on est sur une épreuve de trail. Donc, une fois qu'on a mis le cadre de la définition, on va vous faire rapidement un historique, puisque c'est important de savoir d'où on vient, comment est née cette activité. On va dire, en fait, avant qu'il y ait des routes, toute personne qui court faisait du trail, puisqu'il courait en dehors des routes. Donc, l'origine de tout, c'est les hommes préhistoriques, ils couraient pour chasser, pour se nourrir, pour fuir les dangers. Donc, c'était les premiers trailers. Mais c'était pour vivre. Si on monte très loin aussi, dans l'Antiquité, on va dire les premiers récits de coureurs qu'on a eus, c'est le fameux Philippides en 491, premier marathonien. Donc, on va dire qu'il a fait une distance qu'il a parcourue, alors selon les récits, entre 40 et 250 km, et forcément en dehors des routes. Donc, on peut dire que le premier marathonien, quelque part, c'était un trailer, voire un ultra-trailer. Voilà.
Ensuite, forcément, on va se rapprocher de l'ère un peu plus moderne. Au 18-19e siècle, il a commencé à avoir des compétitions. Alors, ça ne s'appelait pas du trail. Il y a les pédestrians, c'était des gens en Angleterre qui marchaient sur des très longues distances et qui s'autorisaient aussi à courir au fur et à mesure. Donc là, on commence à avoir quelque chose d'organisé. Il n'y avait pas forcément de route. Donc, c'est les prémices du trail, on va dire. En même temps, à cette époque-là, en Angleterre, naît le cross-country. Cross-country, donc à travers la campagne. Donc, on est quand même pas loin du trail. Vous avez une photo dans les années 20, puisque le cross-country a été discipline olympique dans les années 20. Et on voit bien que ça ressemble, même si c'était sur un petit circuit, à des parcours de trail. Et ce qu'on peut voir après, dans les années 60 aussi, les disciplines majeures, c'était plutôt la piste avec les JO. D'ailleurs, le cross est ressorti des JO. Mais il y a eu des entraîneurs, notamment dans le village suédois de Vålådalen, qui ont prôné l'entraînement en nature. Et beaucoup de demi-fondeurs, on pourra en reparler après, sont venus s'entraîner. Michel Jazzy, même Alain Mimoun est venu à Vålådalen s'entraîner pour des séances en pleine nature. Donc on va dire que la discipline trail n'était pas née, mais on avait des entraînements en nature qui s'apparentent à des entraînements qu'on peut retrouver aujourd'hui en trail. Plus en parallèle, le développement de la randonnée, mais avec le CAF, les choses comme ça. Mais la différence, le trail, c'est trail running, on court. Voilà. Plus récemment, on va dans les années 70, avec là la création des véritables épreuves de trail. On va dire la première, c'est la Western States aux États-Unis. C'était une course de chevaux. Et en 74, on a autorisé quelqu'un à la courir. Il l'a fini. C'était le seul, l'unique participant, il l'a fini. Et en 77, c'est devenu aussi une course pédestre. Donc, on va dire que c'est quelque part peut-être un des premiers trails. Et l'analogie est amusante parce que le cross-country aussi, à la base, c'était des épreuves de course de chevaux qui sont devenues ensuite des courses à pied. Voilà. Ensuite, on a Sierzinal en Suisse, qui était une course qui a tout de suite fonctionné puisqu'il y avait 1000 partants au départ et qui est une course. Et les 3 courses que je vous présente là sont des courses qui existent encore. Donc, elles ont traversé les décennies. Et on a la Saint-Élion, qui au départ était une marche pour entraîner les cyclotouristes pendant l'hiver. Et en 77, on autorise les gens à avoir un style libre, ça s'appelle un peu comme en natation, donc on les autorise à courir. Et aujourd'hui, c'est toujours un trail qui existe. Voilà. Le développement plus récent, c'est, on va dire, les années 90-2000, avec en 89 l'épreuve avant la Diagonale des Fous, donc ça s'appelait la Marche des Cimes, qui est devenue ensuite le Grand Raid, qu'on connaît encore aujourd'hui. En 90, la Civil D, avec 90 arrivées, aujourd'hui ils sont plus de 5000. En 1995, les Templiers, une épreuve qui existe encore, qui a été remportée, vous voyez, par Patrick Renard. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que c'est là où on a ramené le terme trail en France. Gilles Bertrand, qui était un journaliste, était allé couvrir la Western States dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il a vu ce terme, il a senti que ça pouvait marcher en France, il a créé l'épreuve et on voit pour la première fois apparaître le mot trail, en tout cas se développer. En 2003, c'est l'UTMB, l'épreuve que peut-être vous connaissez tous, qui se développe. Et là, on rajoute ultra trail. Donc 2 termes en 95 et 2003, trail et ultra trail, qui apparaissent. Sachant que l'UTMB, au départ, c'est 700 participants, 67 finishers, parce que les conditions n'étaient pas terribles cette année-là. Et depuis, c'est des milliers de gens qui essayent de s'y qualifier. Et l'explosion, pour moi, c'est 2010-2020. Vous avez un petit patchwork à l'écran de l'explosion du trail, puisque vous avez vu les départs. Là, on a la Saint-Élion, on a l'UTMB. Au début, c'était des épreuves plutôt restreintes. Là, vous avez vu la population qu'il peut y avoir. Donc, c'est des épreuves importantes. Pour moi, la bascule, on va dire, c'est 2008-2009. 2006-2007, on a Marco Olmo qui gagne l'UTMB, une personne de 60 ans. Personne n'en a entendu parler. Enfin, seuls les initiés en ont entendu parler. 2008-2009, c'est Kilian Jornet. Il a 20 ans. C'est l'icône. C'est lui qui a porté un petit peu la discipline. C'est lui qui a amené des marques dans la discipline. Donc, pour moi, c'est à ce moment-là que la discipline trail telle qu'on peut la connaître aujourd'hui s'est développée avec les différents formats que je vais laisser Manu vous présenter. Voilà, donc François vient d'évoquer un certain nombre de courses entre Sierzinal, la Saint-Élion, l'UTMB. Et donc, il faut savoir que le trail, c'est un mot un petit peu fourre-tout. Et ce qu'on va essayer de voir par la suite, c'est un petit tour d'horizon des différents formats qui existent et puis les différentes caractéristiques qui définissent ces formats. Donc,
il faut savoir que dans le calendrier des courses hors stade départementales, par exemple, on a beaucoup d'épreuves qui s'appellent trail du village, du coin, etc. Mais parfois, il y a autant de routes que de trail, donc c'est un petit peu un mot fourre-tout. Donc, ce qu'on appelle les courses nature ou trail découverte, ce sont les courses qui font moins de 20 km, où il y a un certain pourcentage de bitume, mais qui doit rester relativement léger, à hauteur de 15-20% environ. Et après, il y a une nomenclature bien précise qui caractérise tous ces formats. Donc, on va parler de la course en montagne. Donc, la course en montagne, c'est un format vraiment particulier qui peut se présenter sous différentes façons. Donc, deux principales, la montée sèche et puis également le montée-descente qui peuvent se renouveler à plusieurs reprises. Donc ça, il faut savoir que ce sont des formats relativement courts où les meilleurs mettent environ entre 45 minutes et jusqu'à 1h30. C'est peut-être le format qui se rejoint le plus de la course à pied classique dans les caractéristiques du coureur à pied, sachant que on va dire que ça peut représenter un effort type semi-marathon en termes d'entraînement. Voilà, donc dans les courses les plus connues, on peut citer la montée du Nid d'Aigle, par exemple, ou la montée du Grand Ballon. Ensuite, si on évoque le kilomètre vertical, donc comme son nom l'indique, il faut gravir 1000 mètres de dénivelé. Alors, François, je sais que tu as déjà testé ça. Moi, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ce format-là. Dans les courses la course la plus connue, c'est le KV de Fouilly en Suisse. Et donc, on essaie de grimper sur le sentier le plus court. Donc, ça nous donne une distance environ entre 2500 et 4,5 km en fonction de l'endroit où on se situe. Et sachant que le record du monde, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, est détenu par Kylian Jornet en un petit peu plus de 28 minutes, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Je ne sais plus si c'est lui. Je pense que c'est Gutsch. Ouais, peu importe. C'est plus lui qui l'a ? Ouais, je crois pas. Ouais. 28 minutes ? Ouais, c'est ça, par contre. Vers les 28 minutes. Donc, c'est quand même pour donner un repère, c'est juste énorme pour gravir 1000 mètres de dénivelé, quoi. Et donc, il existe aussi dans le même type, sur les efforts verticaux comme ça, le K2. Donc là, c'est 2000 mètres de dénivelé. Et il y a même aussi le K3, mais je ne sais pas trop où on en trouve. Le K2, il y en a un à Villaroger, du côté des Arcs. En Italie, le K3. Mais ouais, voilà. Donc, il faut savoir que l'Italie est une terre de course en montagne et de kilomètres vertical aussi. Alors ensuite, on vient sur des formats un petit peu plus traditionnels, je dirais, avec ce qu'on appelle le trail court et le trail long. Alors, sur le trail court, on est plus sur la distance 20-21 jusqu'à 40-42. Et puis le trail long, c'est tout ce qui est entre 40 et 80 km. Voilà, donc pour situer des épreuves phares, donc la Grande Course des Templiers, la Saint-Élion. Alors, dans le coin, Alésia Trail, par exemple, sur le format le plus long. Et puis, le trail d'effort pour les francs-comtois. Voilà. Et puis, la 6000D, ça correspond aux courses les plus connues sur le trail long. Et puis, le trail court, on peut évoquer le trail de la Drôme, le trail du Bélier. Alors, il faut savoir que maintenant, une épreuve avait son épreuve phare au départ, on va dire, son format historique, et puis essaye à chaque fois greffer des distances plus courtes, des distances plus longues, donc on s'y perd un petit peu. Voilà. Et donc, il faut savoir que un des formats les plus répandus, c'est le maratrail autour du marathon, forcément, donc comme la distance de 42, comme le marathon du Mont Blanc, qui reste une distance intermédiaire et abordable à tous. Alors après, donc, au-delà des 80 km, on parlera d'ultra trail jusqu'à la petite trotte à Léon qui se passe pendant l'UTMB, où là, par équipe de 3, il doit faire plus de 300 km. Donc là, à côté de ça, ceux qui font l'UTMB, ça reste de la rigolade. Ouais.
Donc, à côté de ça, donc là, on était sur les chemins, on était les ultra-trail, forcément, il y a des parties de nuit, on revient en journée, on repart la nuit, etc. Mais il y a des caractéristiques où on peut retrouver donc, des trails dans le sable, comme le marathon des sables, donc c'est classé dans ce type de trail. Donc. Et puis, on va retrouver forcément en fonction de la saison, les trails blancs qui permettent de vivre l'expérience du trail dans un décor très particulier. Donc, il y a eu des trails blancs qui n'étaient pas fléchés trail blanc il n'y a pas longtemps, mais notamment le trail d'Herculé qui a eu lieu à Lons-le-Saunier il y a quelques jours là, et qui a eu qui a eu lieu sous la neige parce que voilà, les conditions étaient celles-ci il y a quelques semaines. Donc ça, c'est plutôt des épreuves un peu festives durant l'hiver qui se trouvent en moyenne altitude, on va dire, et sur des distances relativement courtes pour pouvoir être accessible au plus grand nombre. Alors ça, ça nécessite forcément, on verra tout à l'heure, une préparation particulière et puis un équipement particulier. Et donc, forcément, il y a aussi des épreuves uniquement qui se passent la nuit. C'est un peu le même principe sur des distances assez courtes. On en a quelques-unes dans le coin, comme la Nuit d'Or, le Night and Run à Brochant, organisé par les lycéens, sur différents formats, mais en général, ça peut avoisiner les 15 km. Et puis, il faut savoir que courir la nuit, c'est un exercice qui ne s'improvise pas et ça reste particulier. Donc, ça nécessite aussi dans l'entraînement de d'en prendre compte. Voilà. Et puis enfin, j'ajouterai la partie urban trail, donc les trails urbains. Alors, c'est un peu contre nature pour certains parce que c'est vrai que le trail, on a tendance à être en plein milieu de la nature et là, remettre un peu le mot trail en centre-ville, etc., ça peut un peu choquer certaines personnes, mais ça reste un exercice bien particulier avec des circuits qui peuvent être un peu touristiques, entre guillemets. On va prendre la belle montée d'escalier, on va visiter un peu les sites prestigieux de la ville, mais après, un trail urbain à Auxonne, par exemple, ça ne sera pas le même que le Lyon Urban Trail, par exemple, avec tous les escaliers, mais ça reste un exercice qui n'est pas forcément simple, et il y a pas mal de personnes qui s'engagent là-dessus en pensant que ça va être simple, mais les escaliers, le lundi et le mardi, en général, les gens s'en souviennent. Et donc, là, on a évoqué plein de formats, et il y a des formats qui reprennent plusieurs caractéristiques. Un format comme la Saint-Élion, on est un peu dans l'urbain, on est un peu sur la route, on est un peu sur les chemins, on est la nuit forcément. Des fois, on est dans la neige. Donc, ça nécessite encore une fois une adaptation au niveau de l'entraînement, quoi. Il y a donc des épreuves qui cumulent un peu toutes ces caractéristiques. Et enfin, je terminerai donc sur la notion de kilomètre effort qui fait son apparition depuis quelques temps. Donc, il faut savoir que maintenant, donc le trail est géré par la Fédération française d'athlétisme. Donc, c'est le ministère qui a donné le trail à la FFA. Et donc, c'est cette fédération qui doit organiser. Et en termes d'harmonisation des épreuves, ils ont trouvé un format qui est aussi valable au niveau mondial maintenant, qui s'appelle la notion de kilomètre effort. Donc, c'est la distance qui est additionnée au dénivelé, à savoir que le dénivelé, 1 km est égal à 100 mètres de dénivelé. Donc, un trail avec je sais pas, 30 km et 1500, et ça équivaudra à 45 km. Et donc, il y a tout un classement qui commence à XXS pour les. Voilà, donc, qui va de 0 à 24 km effort, jusqu'à le S, par exemple, c'est entre 45 et 74 km effort, jusqu'à le XXL qui nous amène à plus de 200 km effort. Voilà. Donc, c'est un petit peu un repère qui fait foi maintenant, même si ce n'est pas encore vraiment rentré dans les mœurs, on commence à voir apparaître cette nomenclature-là.
Voilà. Donc, on peut évoquer aussi certains circuits. Alors là, on va balayer ça assez rapidement, mais il faut savoir que ça existe. Donc, le circuit du skyrunning, alors c'est des épreuves qui se déroulent à plus de 2000 mètres d'altitude sur des terrains très techniques, en fait. C'est pas quelque chose qui sera abordable à tout le monde, et donc c'est quand même de la haute montagne. Donc là, on va retrouver des parcours quand même très, très exigeants et très engagés. Après, donc, on a l'UTMB qui lance depuis peu sa... Donc ça, c'est toutes des organisations privées qui lancent sa série mondiale pour développer voilà, le, le mot UTMB, on va dire. Voilà. Et puis donc Salomon donc, qui s'engage pas mal dans le monde du trail et qui a créé aussi depuis quelques années maintenant ces Golden Trail Series, donc on retrouve au niveau mondial mais aussi au niveau national. Donc ça, ce sont des circuits privés. Alors chacun y va de son championnat du monde forcément, mais voilà, il faut savoir que ça existe. Et puis au niveau fédéral et au niveau de la fédération France, enfin au niveau de la fédération internationale, il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont mises en place. Donc au niveau national, on a le Trail Tour national, donc c'est un circuit type Coupe de France avec des épreuves sur le format court et le format long, avec trois épreuves, je crois, qui comptent sur une dizaine, plus le championnat de France sur le format court, et il doit y en avoir quatre qui sont prises en compte pour le format long et plus le championnat de France. Et donc le championnat de France cette année aura lieu dans le Cantal fin mai du côté de la Pastourelle. Alors ils étaient candidats depuis 2-3 ans, mais voilà, 2020, 2021, et ils le récupèrent sur 2022. Et enfin, donc il faut savoir que au niveau mondial, il y a une tentative d'harmonisation entre ce qui faisait office de fédération de course en montagne, de l'IAU, donc c'était l'international, c'était tous ceux qui géraient les longues distances, comme le 100 km par exemple également, et plus la Fédération internationale d'athlètes. Donc là, il y a une harmonisation qui est faite aussi avec l'ITRA, donc c'était aussi une association un peu parallèle. Et donc là, pour la première fois en 2022, on va avoir une organisation un peu commune qui va regrouper les championnats du monde de montagne, de kilomètres vertical, de trail court et de trail long. Et ça sera, de mémoire, ça doit être en Thaïlande au mois de novembre, il me semble. Voilà. Donc pour le petit tour d'horizon sur la partie découverte. Maintenant, on va aborder un petit peu plus la partie entraînement. Donc, sur la partie entraînement, moi, je vais évoquer avec vous les similitudes qu'on peut retrouver entre la course à pied plus traditionnelle qu'on peut connaître et puis le trail. Parce que en trail, il ne faut pas savoir que courir dans la montagne, il faut aussi courir vite, etc. Donc, moi, je vais juste vous évoquer quelques points sur lesquels on est à peu près d'accord sur les deux notions. Donc, tout ce qui est travail en endurance, forcément, parce que la base, que ce soit en course à pied classique, course sur route ou autre, et le trail, c'est bien entendu le travail d'endurance. Donc, que ce soit tous les footings qui restent quand même la base de la pratique, je dirais. Donc, les footings de récupération, les sorties longues, les sorties en endurance active. Donc, après, chaque entraîneur il va de ses petits mots personnels en fonction de ses conceptions. Mais voilà, donc on retrouvera forcément les séances de VMA qui peuvent se faire sur piste ou en nature, mais à plat. Et le trailer aussi fait des séances de VMA à plat. On verra après avec François ce qui peut différer. Mais tout ce qui est notion de fartlek, donc les variations d'allure en nature, en fonction du terrain, etc., ça, c'est des choses qui sont communes aussi, qu'on retrouve à différents moments de la saison. Alors, j'avais noté aussi les séances de côte courte. Alors, c'est pas pour le dénivelé, les séances de côte courte qu'on pratique, c'est pas pour le dénivelé, c'est plutôt pour le placement, la musculation naturelle, voilà, parce que à la fin d'une sortie de séance de côte courte, entre guillemets, on ne sort pas avec un gros dénivelé. Donc, c'est pas ça qui va nous permettre d'aborder c'est pas ce qu'on recherche dans ce type de séance. Et puis enfin, un terme également qui est très important, donc c'est l'économie de course. Donc tout ce qui est les éducatifs de course, les gammes athlétiques qu'on peut faire aux jeunes dans les écoles d'athlétisme.
Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le trail et qui est important dans la construction du coureur à pied au sens large, je dirais. Voilà. François, je te laisse voir. Une fois que vous êtes préparé en tant que coureur avec Manu et puis les séances, on va dire, qui sont communes avec la course à pied, soit vous pouvez attaquer en parallèle une prépa trail, soit la prépa trail peut venir après. Donc il y a des différences avec la course à pied traditionnelle, même si on en reparlera après, puisque tout est quand même un petit peu lié et parfois même les coureurs traditionnels auraient tendance à venir s'entraîner en trail. On l'a vu avec le site de Volendalen où les demi-fondeurs allaient en nature et faisaient des entraînements typés un peu trail. Mais la première des choses à faire, on l'a dit, dans le trail, c'est un chemin. C'est dans la nature. Donc, c'est s'adapter au terrain irrégulier. Parce qu'autant le demi-fondeur, autant le routard, celui qui court sur route, le marathonien, ce qu'il va chercher, c'est de trouver une économie de course, avoir une foulée fluide qui lui coûte le moins possible, avec un sol tout à fait plat et qui répond bien, sans surprise. En trail, vous avez du pierrier, vous avez de la boue, vous avez du sable, vous avez il y a des racines, il y a des pierres. On a tous goûté aux joies de se prendre le pied dans une racine. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire, c'est s'adapter à ces terrains et savoir adapter sa pose de pied, savoir adapter sa foulée. Parce que ce qu'on disait, d'un côté, vous avez l'école de la régularité, d'avoir la belle foulée, d'avoir le rythme, et de l'autre côté, c'est l'école de l'adaptation. Les deux sont liés, encore une fois, mais il faut savoir adapter sa foulée au terrain qui se présente à soi. Ensuite, j'ai mis qu'il fallait apprendre à descendre, et je l'ai mis avant les montées sciemment. Pourquoi ? Parce que la descente, c'est quelque chose qu'on a. Facile, non, c'est pas si. Ouais, on croit que c'est facile, justement. Alors, en fait, la descente, c'est pour ceux qui ont fait un peu de physio, au niveau musculaire, c'est des contractions excentriques. Donc, vous tirez sur votre muscle et vous cassez des fibres, vous les abîmez en tout cas. Donc, du coup, si vous ne vous préparez pas à faire des descentes, vous allez faire une descente. Et la deuxième, ça va être plus compliqué. Ou rattaquer la montée, ça va être plus compliqué. Ou la récup va être très compliquée. Donc, il y a un travail d'apprentissage, que ce soit technique aussi, parce que vous avez des descentes. Manu a parlé des kilomètres verticaux. Là, ça fait que monter. C'est pratique, il n'y a pas de descente. Mais vous avez des épreuves en montagne où il y a des descentes très longues, très techniques. Et du coup, il y a un travail technique, il y a un travail d'appréhension, il y a un travail d'allure, de positionnement. Qu'il ne faut pas négliger parce que si on se lance à corps perdu sur une épreuve alors qu'on n'a jamais travaillé ça, c'est là où il y a des risques de blessures. Donc pour moi, la descente, c'est important. J'ai mis aussi gérer les montées. Autant il faudra un peu apprendre à descendre, autant en descente, autant en montée, entre guillemets, si vous avez la caisse, si vous avez de l'endurance, vous serez capable de monter. Je ne dis pas que vous monterez de façon optimum, mais vous serez capable de monter. Ce sera dur, mais vous le ferez. Là, c'est apprendre à gérer, savoir qu'une côte courte, comment vous allez le faire par rapport à une côte longue, comment vous allez appréhender s'il y en a plusieurs côtes qui se répètent. On verra après, peut-être avec différentes allures. Donc, c'est ces 3 points-là pour moi qu'il faut impérativement appréhender. Alors, bien sûr, après, c'est en fonction des épreuves. Si vous allez sur une épreuve où il y a peu de descente, peu de montée, c'est s'adapter au terrain. Si vous allez en montagne, il y aura forcément, à part en kilomètre vertical, à gérer des montées et des descentes. C'est les 3 premiers points. Le deuxième point, les 3 points suivants, qui vont un peu de pair avec savoir notamment monter, c'est savoir marcher. Alors, tout le monde, vous allez me dire, tout le monde sait marcher. Alors, je vais moduler la chose, c'est savoir accepter de marcher. Parce qu'on va dire, le travers du débutant, celui qui vient sur le trail ou celui qui vient de la route, c'est un peu comme en vélo. Le jour où vous êtes dans une montée, que vous déposez le pied par terre, entre guillemets, c'est considéré comme un échec. Et c'est pas bon. Le marathonien, pareil, il va se retrouver face à une côte. S'il doit marcher, il va dire c'est un échec. Non, pas forcément. En trail, il faut apprendre à marcher. Alors, parce que parfois, la pente est trop raide, ou elle va être trop longue, ou on est sur une distance qui s'agrandit et il faut gérer la marche. Donc, du coup, il faut savoir accepter de marcher et il faut transformer cette marche en marche efficiente. Donc, ça s'apprend aussi. C'est une technique aussi. Et c'est important de le travailler et de l'accepter. Après, on est tous différents. Il y en a certains qui vont marcher jusqu'à 15, 20, 25%. Il y en a d'autres qui vont qui vont courir, je veux dire, et il y en a d'autres qui vont marcher très vite. C'est encore une fois, c'est de l'apprentissage, c'est du ressenti à ce niveau-là. Dans la même notion, il y a apprendre à utiliser des bâtons, chose que vous n'avez pas en course à pied. Vous l'avez en marche nordique. Les bâtons peuvent être autorisés, donc il faut déjà vérifier dans certaines courses s'ils sont autorisés ou pas. S'ils sont autorisés,
et que vous jugez que c'est utile pour vous, eh ben, faut les prendre. Il y en a qui sont contre les bâtons, il y en a qui sont pour les bâtons. Si vous trouvez que c'est utile et que c'est autorisé, prenez-les. Mais par contre, pareil, c'est un apprentissage. Donc là, pareil, ça se travaille à l'entraînement et ça peut aider en montée, ça peut aider sur des longues distances, mais nécessité de travailler ces choses-là que vous ne travaillerez effectivement pas dans d'autres cas de figure en course à pied. Et il y a une gestion des allures. Tout à l'heure, on a dit gérer les montées, gérer les descentes. C'est bien de savoir, descendre, monter, mais c'est bien aussi de savoir gérer à quelle allure il faut que je descende pour pouvoir remonter correctement. Si je descends vite, est-ce qu'il faut que je remarche derrière? Donc tout ça, c'est de l'apprentissage aussi qui va se faire dans des entraînements un peu plus spécifiques au trail et que vous allez adapter au profil de l'athlète et au profil de la course préparée. Effectivement, si vous allez à La Réunion, les bâtons sont interdits, ça ne sert à rien de vous entraîner avec les bâtons. Si vous allez faire 1 kilomètre vertical, il faut s'entraîner avec les bâtons. Voilà. C'est un petit peu les choses qui sont différenciantes par rapport à ce que vous avez exposé, Manu. Donc maintenant qu'on s'est bien entraîné avec de bonnes bases de course à pied et des bonnes bases de trail, comment on fait pour performer? Alors performer, on peut le mettre à plusieurs niveaux. C'est finir sa première course, faire un peu mieux que la dernière fois, aller à un niveau au-dessus, battre son RP, aller chercher une qualif régionale, nationale, internationale. Comment on fait? Pour moi, il y a plusieurs points à prendre en compte qui sont à côté. Les à côté de l'entraînement. Donc, vous êtes entraîné, vous avez fait de la course à pied, vous avez fait des entraînements sur le terrain. À mon avis, ce qui est indispensable de faire à côté, et qui est souvent oublié, notamment par soit des coureurs débutants, soit des gens qui viennent de la course à pied sur route, alors que c'est des choses qu'on peut faire aussi en course à pied sur route, c'est les points suivants. Le renforcement musculaire, il est primordial. Pour moi, il est primordial parce que, on le voit dans le trail, on a tendance à allonger les distances, on a tendance à un petit peu quand même aller chercher des choses extrêmes en descente, en distance. Donc, il faut avoir le corps adapté. Et pour ça, il faut passer par du renforcement musculaire. Alors, renforcement musculaire, ça peut être du renforcement in situ. Là, on voit quelqu'un qui est en train de faire une fente, ça peut être des squats. Ça peut être aussi, pour des gens qui veulent performer un peu plus, en salle. Mais on peut faire déjà du très bon renforcement musculaire, soit avec l'environnement urbain, l'environnement local, des escaliers, ou avec du petit matériel, des élastiques, des petites haltères, ou alors pousser plus loin avec la salle. Dans la même logique, vous avez l'équilibre et la proprioception. On a dit que l'une des grosses différences, c'était le terrain. Donc, on va se trouver avec des terrains qui sont instables. Donc, il faut apprendre au corps à fonctionner dans un milieu instable. En fait, l'équilibre et la proprioception, ça va permettre de mieux situer son corps, de s'adapter aussi en fonction de ces terrains instables. Et ça va, un petit peu comme le renforcement musculaire, permettre d'anticiper, d'éviter des blessures et d'adapter son corps. J'ai mis aussi le travail du pied. Alors, vous voyez quelqu'un de pieds nus. L'idée, ce n'est pas forcément de courir pieds nus, même si ça peut avoir des avantages, c'est un autre débat, mais c'est de travailler son pied. C'est l'environnement de contact, on va dire, c'est la plateforme de contact entre le coureur et le sol, c'est le pied. Et c'est quelque chose qui a été souvent oublié, même sur la course sur route. Le travail de pied, pour moi, est primordial. On va dire que c'est quelque chose qui est de l'équilibre et de la proprioception et du renforcement musculaire, mais ciblé au niveau du pied. Et là, il existe plein d'exercices utiles et encore plus utiles pour le trailer, en prévention aussi des blessures. Et enfin, l'entraînement croisé, alors qui pourrait être utile aussi pour le coureur traditionnel, mais qui est encore plus utile à mon sens dans le trail, surtout si on veut aller vers des longues distances, parce que la course à pied et le trail, c'est des super sports, mais c'est des sports à impact. Et à un moment donné, si vous voulez allonger la distance, augmenter le volume, il faut peut-être pas faire uniquement de la course à pied, aller chercher du vélo, qui est un sport porté, du ski de fond aussi, de la natation. Les triathlètes l'ont compris, c'est leur sport de base, mais il y a une utilité et en plus, ces sports-là peuvent vous faire travailler autrement, vous faire rencontrer d'autres notions d'entraînement, faire aussi un peu de la musculation naturelle. Vous pouvez faire de la musculation naturelle sur un vélo, donc c'est complémentaire. Donc je pense qu'avec ça, on a déjà une bonne base. On peut piocher. Après, voilà, selon le niveau, l'athlète élite, il va aller chercher dans toutes ces choses-là. L'athlète loisir, il a un peu moins de temps. Il va peut-être faire que du proprio et du travail du pied. C'est quelque chose qui me paraît utile pour progresser et performer en trail. Et enfin, ce qu'il ne faut pas oublier, et que beaucoup de trailers,
que des trailers et même des coureurs à pied oublient, c'est que pour progresser, performer, il faut soigner tout ce qui est en dehors de l'entraînement. Alors, c'est peut-être des choses basiques, mais moi, dans l'encadrement, on se rend compte que c'est des choses qui sont souvent oubliées, et quel que soit le niveau. Alors, bien sûr, plus on va monter en niveau, plus il y aura d'accompagnement, donc moins ce sera oublié, mais on voit quand même des choses surprenantes. Oui, on voit des choses surprenantes même à haut niveau. Voilà. L'hydratation, que ce soit en course ou avant la course, mais c'est important, surtout si vous avez des épreuves, comme disait Manu, sur plusieurs heures ou jours même. Vous ne pouvez pas vous déshydrater. Et à l'inverse, il faut faire attention à ne pas surhydrater aussi. Le sommeil, primordial, il faut dormir. Et c'est là, pendant le sommeil, on pourra en parler aussi pendant des heures, que beaucoup de choses se passent au niveau musculaire, au niveau récupération. Le repos et la récup, parce que c'est bien beau de s'entraîner comme un âne, mais si on n'assimile pas, son entraînement, on ne progressera pas, on ne performera pas. Et c'est important. Ça peut paraître bateau de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui négligent le repos. On est toujours dans le no pain, no gain. Il faut que j'y aille, il faut que je me rentre dedans. Mais au bout d'un moment… C'est pareil pour le ravitaillement. Ouais. Celui qui n'aura pas rodé ses ravitaillements avant, il peut mettre en péril toute sa préparation physique. Donc, dans la performance, c'est à côté. Il faut vraiment l'intégrer. C'est aussi une forme d'entraînement. Tu parlais des ravitaillements. Il faut s'entraîner à se ravitailler parce qu'il y a des choses que vous ne tolérez pas ou que vous tolérez à certains moments ou à certaines températures, et soigner votre alimentation au quotidien. Et en fait, il faut intégrer que le trailer, et Manu vous fera après un témoignage, mais il faut intégrer que le trailer, c'est déjà un homme ou une femme et qu'il a un environnement, que ce soit social, le boulot, etc. Il faut qu'il intègre tout ça et pour performer, il faut qu'il mette tout ça en musique, un bon sommeil, un bon entraînement, une bonne alimentation au quotidien et gérer ses ravitaillements en cours. Donc avec ça, normalement, si vous faites bien les choses, mais sur chaque thème, on pourra en parler 10 heures, mais si c'est bien de l'avoir en tête, on pourrait, et avec ça, vous pouvez performer à votre niveau en trail. Et la dernière chose pour performer, c'est le matériel. Alors, c'est pas le matériel qui va vous faire gagner une course, un peu comme Manu, c'est pas le ravitaillement qui va vous faire une course. Si vous arrivez sur une course pas entraîné, c'est pas le ravitaillement, le gel magique ou la chaussure magique qui va vous faire gagner. Par contre, c'est ce qui peut vous la faire perdre. Si vous avez une chaussure qui vous met tout de suite des grosses ampoules ou qui vous fait mal aux pieds, au petit kilomètre, alors que votre épreuve elle en fait 180, vous êtes mal parti. Si vous avez oublié de vous couvrir et puis qu'il commence à neiger comme la semaine dernière, pareil, vous êtes mal parti. Donc, c'est vrai qu'en trail, c'est la différence par rapport à la course à pied, où la course à pied, à un moment donné, on disait, vous avez un short, un t-shirt et puis une paire de chaussures et de chaussettes et vous pouvez aller courir. En trail, le matériel est important à deux points de vue. Un point de vue pour la performance ou pour aller au bout de l'épreuve et pour un point de vue aussi de sécurité. C'est pour ça que les épreuves demandent un matériel obligatoire. Et je conseille, même vos petites sorties trail, n'oubliez pas certaines choses, le téléphone, la couverture de survie. Ça peut aller très vite et ça peut quand même vous aider parce que ça reste un sport outdoor, ça reste un sport où on peut se blesser. Donc, prenez le soin de choisir aussi votre matériel, de réfléchir à votre matériel avant la course ou l'entraînement et d'être à l'aise avec ça. Voilà. Et avec tout ça, normalement, vous devez pouvoir vous en sortir en trail. Manu, je te laisse la main pour ton témoignage. Oui, du coup, là, François, il a évoqué les aspects savoir marcher, apprendre à gérer, à servir des bâtons. Donc moi, j'ai un passé de coureur à pied sur piste, sur route, en cross. Donc j'étais dans les meilleurs Français, on va dire, sur 5000. J'étais en équipe de France en 2009 sur marathon et 2010-2011, j'ai continué un petit peu sur cette voie-là. Et puis 2012, je ne savais pas quoi faire et du coup, je me suis présenté au départ de la grande course des Templiers à Millau et donc j'ai franchi le pas et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Après, il y a eu quelques erreurs en termes d'entraînement parce que tout le monde me voyait tout en haut alors que j'étais pas prêt pour ça et il y a eu pas mal d'erreurs sur la saison 2013-2014 et donc je me suis vraiment posé les questions ça me plaisait, je voulais perdurer dans ce domaine-là, mais je me demandais ce qu'il fallait mettre en place en plus. Et je me suis rendu compte que courir vite sur le plat, ce n'était pas suffisant.
pour être performant sur les formats qui m'intéressaient aux alentours des 40-50 km. Donc, j'ai essuyé les plâtres sur encore une ou deux saisons. Et puis, à force de mettre en place ce qu'il fallait, j'ai réussi à obtenir quelques résultats. Donc, c'est pas parce qu'on a été performant dans une discipline de l'athlétisme que ça va venir comme ça. Alors, c'est vrai que il faut savoir qu'à haut niveau, les trailers qu'on retrouve sur le devant de la scène, ils viennent tous d'horizons différents. Ce ne sont pas forcément des athlètes de l'athlète pur, entre guillemets. On retrouve des skieurs de fond, des biathlètes, des vététistes, des personnes qui faisaient du raid. On a vraiment des anciens triathlètes. Il y a vraiment des profils qui sont très, très différents. Et des athlètes purs, il y en a très, très peu. Parce que pour moi, ce n'est pas le même sport. Alors, ce que j'apprécie, moi, c'est courir, hein, vraiment, que ce soit. Alors, même si on m'a déjà vu avec des bâtons, mais pas souvent. Non, moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment courir. Alors, bien entendu, il a fallu marcher sur certaines portions, forcément. Mais ce qui m'intéressait, c'était je voulais aller au bout du processus d'entraînement, sachant que moi, je suis passionné d'entraînement et du coup, je me suis dit qu'est-ce que tu dois mettre en place pour aller vraiment encore plus haut, plus haut, plus haut. Et je ne voulais pas lâcher tant que je n'avais pas trouvé un petit peu la solution quelque part, quoi. Donc, mon niveau, il était rapide sur le plat et il fallait que je tienne la distance avec les montées, les descentes et des dénivelés importants. Donc, sur les années 2015-2016, je me suis rodé sur des formats qui n'étaient pas forcément les miens. Donc, je me suis fait un peu le pied, comme tout à l'heure, François évoquait, il évoquait la partie s'adapter au terrain irrégulier. Bon, j'étais pas non plus nul hein, quand même sur les parties, on va dire, pose de pied, etc. Mais il fallait s'acclimater vraiment à ce type de terrain. Donc, je suis allé de plus en plus en nature. Forcément, il fallait quitter le campus, et le canal et le parc de la Colombière. Et c'est vrai que on est quand même gâté ici, il faut le dire. Après, ça demande du temps. Ça demande du temps. Et il faut accepter, comme l'a dit tout à l'heure François, pour quelqu'un qui court moins de 30 minutes au 10 km, après, quand on te dit qu'il va falloir que tu marches à un moment donné, au début, c'est pas simple, quoi. Parce qu'on a tellement l'habitude d'être dans l'effort continu, mais au final, quand on analyse les choses, on se rend compte qu'il faut savoir lever le pied sur certaines portions et c'est d'autant plus bénéfique par la suite. Donc moi, en fait, en 2016, je me suis retrouvé sur le trail du Ventoux un peu par hasard, je dirais. Et puis, donc le trail du Ventoux, il faut savoir que c'est une montée jusqu'au sommet depuis Bédouin, et ensuite on redescend, et sur la fin du circuit, il y a des petites montagnes russes quand même. Donc je me suis dit, la montée, ça va aller, et si c'est que de la descente, ça va aller. Mais sauf qu'il n'y avait pas que de la descente. Et donc, j'ai quand même terminé, je crois que j'ai terminé quatrième, je crois, parmi les meilleurs. Et l'année d'après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était le trail de sélection pour les championnats du monde. Donc, je me suis dit, en un an, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour réussir à gratter les 5-8 minutes qui me manquaient pour être vraiment dans les top athlètes pour prendre le ticket. Donc là, j'ai vraiment accentué donc j'ai accentué mon travail sur le renforcement musculaire, très important par rapport à François l'a évoqué tout à l'heure, pour avoir un corps qui tenait la route tout le long, quoi. Surtout en fin d'effort, pour repousser cette fameuse fatigue, je dirais, sur 2016, on va dire que j'étais dans le dur pendant 30 minutes, 40 minutes, alors que là, ça a coincé juste les 5-10 dernières minutes par rapport au vraiment très très bon. Donc j'ai réussi avec ce travail-là de repousser, et ce qui m'a permis d'obtenir la sélection pour les championnats du monde. Alors après, il faut savoir qu'il faut quand même pas mal de temps à haut niveau
s'entraîner. Et ce temps-là, je ne l'avais pas. Donc, je n'ai pas donné suite vraiment sur les plus longues distances. Alors après, j'ai obtenu des résultats qui étaient sur des formats plus à mon aise, type Saint-Élion, où j'avais terminé troisième, où là, il y a moins de dénivelé, donc ça pouvait envoyer un peu plus. Mais il faut savoir que en fonction des formats que j'ai évoqués tout à l'heure, il y a des profils qui se dégagent vraiment, c'est-à-dire que c'est un peu comme sur piste, si on fait du 1500, on ne va pas faire du 100 mètres, quoi. Donc, même s'il y en a qui arrivent à faire un petit peu tout, il y a quand même des efforts hyper spécifiques. Et moi, je sais que les formats au-delà de 80 km, c'était pas mon truc et j'ai pas cherché à gratter plus que ça, quoi. Mais en termes de préparation, il a fallu que j'accepte de courir beaucoup moins vite et que je réoriente complètement. Moi, la partie que je vous ai fait tout à l'heure sur l'entraînement, il a fallu que je la réoriente plus par rapport à ce que François vous a exposé, c'est-à-dire apprendre à gérer les montées, les descentes. Et forcément, quand je faisais des séances sur la piste, je courais beaucoup, beaucoup moins vite. Mais ça a été difficile à accepter dans un premier temps parce que tout le monde me disait, mais pourquoi tu cours, tu fais plus tes chronos d'avant? Sauf que la saison où je me qualifie pour les championnats du monde, il faut savoir que je réalise ma meilleure place au championnat de France de cross. Donc, il y a des passerelles vraiment entre les deux. Et ça, moi, je ne me considère pas personnellement comme un trailer à part entière, parce que déjà, ça fait quelques temps que je ne pratique plus le trail en compétition. Mais moi, je me considère plutôt comme un coureur à pied au sens large et j'aime bien cet éventail de possibilités. Et c'est le cheminement en fait qui passionne en fait. C'est-à-dire que à un moment donné, on est à tel endroit avec tel moyen, c'est-à-dire à telle période de sa vie, et puis on se dit tiens, il y a ça qui me branche. Et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour arriver à cet objectif? Et en fonction de l'encadrement qu'on a, donc, ou la connaissance de soi qu'on peut avoir, on va mettre en place un petit peu tout ce qu'on a vu. Alors après, il faut se rapprocher d'entraîneurs compétents pour pouvoir se faire épauler, encadrer, accompagner sur ces objectifs. Mais c'est vrai que ce qui fait que le travail fonctionne bien en ce moment, c'est qu'il y a un panel quand même de formats qui peut correspondre à tout le monde. Et par contre, là où je mets en garde, c'est quand même sur les notions d'ultra, etc. On a beaucoup de monde, il y a beaucoup de sportifs qui se lancent un peu dans des trucs un peu improbables, sans une préparation en amont. Et ça, je pense que c'est quand même préjudiciable au niveau du long terme et de la santé à court terme. Voilà, donc tout est possible. Et c'est vrai que moi, je ne regrette pas d'avoir vécu ce panel, entre guillemets, complet de la piste au cross. Et ça reviendra peut-être, hein, parce que c'est vrai que le trail, on peut quand même... il y a des possibilités, malgré l'âge qui avance, et c'est pas terminé. Donc voilà, un petit retour, ce qu'on peut dire. Tu as des choses à ajouter? Non, pour finir sur ce que tu as dit, moi, quand on voit l'historique, quelque part, pour rebondir, je reviens sur l'épisode Volodalen en Suède, où on voit qu'on a des pistards, et notamment des gens qui ont après été médaillés olympiques sur la piste, venir s'entraîner en nature. Ça porte à réfléchir. C'est-à-dire, comme tu disais, c'est un continuum. La course à pied, même si on ne court pas pareil, un 100 mètres qu'un ultra-trail, il y a quand même un continuum, surtout sur les disciplines d'endurance, enfin demi-fond, fond et plus long. Et que je pense que toutes les disciplines ont à s'apporter. C'est-à-dire que, à mon avis, un demi-fondeur a intérêt de temps en temps à aller s'entraîner en nature. D'ailleurs, je peux la citer, il y a des demi-fondeurs ici qui font des crosses. Et à l'inverse, on entend souvent des trailers qui disent la piste, etc. Et c'est dommage aussi. Je pense que tout le monde a intérêt de bénéficier de... C'est un volet que j'ai bien découvert et que j'ai moins apprécié. Ça. Non, mais c'est vrai, parce que ceux qui sont sur la piste, ils disent que le trail, c'est pas bien, et les trailers, ils disent mais la même chose. Donc, c'est pas... Je pense qu'il faut élargir son spectre. Ouais. Et tu en as un bon exemple, d'ailleurs. Mais c'est vrai que
Moi, je me souviens, donc, la fameuse année 2007 où je me qualifie pour les championnats du monde. Donc, on avait un projet aussi de faire un podium au championnat de France de cross. Et donc, j'avais un ou deux collègues dans l'équipe. Pendant la saison, ils savaient que j'avais aussi ce double objectif de qualification qui était sur la même période, à 15 jours d'écart. Et quand je rentrais, puis je leur disais, mais j'ai fait une sortie à 10 km/h, là. Ils me disaient, mais non, mais tu seras pas prêt, tu seras pas prêt pour le cross. Et j'ai sorti ma meilleure place. Donc, si c'est bien agencé, ça marche pas à tous les coups non plus, mais quand c'est bien agencé, il y a quand même de grandes chances que ça puisse fonctionner. Après, bon, j'ai eu l'occasion, enfin, je pense que j'ai eu la chance de bien me connaître depuis un certain temps et c'est que ça aide quand même pas mal. Voilà, on arrive au bout. Maintenant, c'est peut-être les questions. Je ne sais pas si vous en avez. Ouais, Si alors on on a Johan qui a demandé si en fonction des types de séances que vous proposez, est-ce que vous pouvez préciser ce que vous entendez dans travail en endurance? La notion de travail d'endurance. Peut-être je pense qu'il veut peut-être préciser quand vous avez donné la notion d'endurance fondamentale des footings longs, Ouais. lents, plus sur la caisse, entre guillemets, quand vous l'avez évoqué. Je pense que c'est plus des travaux là-dessus. Bah, moi, je pars du principe que le footing, que ce soit pour la course sur route ou le trail, ça reste quand même ça reste la base du fonctionnement. Avant de faire des exercices techniques, il faut déjà courir un petit peu. Après, il faut mixer un peu les deux. Mais après, ça dépendra du niveau. Comment on pourrait travailler en endurance, je ne vois pas trop la question. Là. Je ne sais pas si j'interprète bien sa préciser, question. Est-ce qu'il peut préciser éventuellement Ce que moi, je peux constater, alors, je ne parle pas des niveaux internationaux, mais je trouve que beaucoup de trailers, et c'est peut-être aussi vrai pour beaucoup de coureurs, ont tendance à vouloir courir trop vite, trop le temps, trop vite, et à négliger cette partie endurance. Et oui, comme disait Manu, c'est la base de la pyramide et c'est quelque chose, il faut déjà asseoir cette base-là d'endurance, être capable de courir longtemps, lentement, avant de mettre le reste, même si certaines séances peuvent se faire en parallèle. Et moi, c'est le constat que je vois. C'est beaucoup d'athlètes, paf, l'échauffement, on part trop vite, on fait toute la séance. C'est une précision. Il a précisé. Donc, sa question, c'est plutôt, est-ce qu'on peut considérer qu'un footing de récupération, dans lequel on implique une sollicitation faible du système aérobie cardiovasculaire, est suffisant pour améliorer les facteurs d'endurance? Ce type de sortie, ça fait partie de la préparation. Hein. On ne peut pas toujours être à bloc. Et c'est ce qui permet de faire le tampon entre deux séances, par exemple, un peu plus intenses. Oui, c'est des sports d'endurance. Donc, il faut travailler l'endurance. Et souvent, effectivement, c'est encore plus vrai pour les loisirs qui vont s'entraîner 2-3 fois par semaine. S'ils font que de l'intensité, il y aura un problème à un moment donné. Il faut mettre ces footings-là, il faut mettre des sorties un peu plus longues. Alors, sortie longue, effectivement, la sortie longue de quelqu'un qui prépare un 80 km, ça ne va pas être la même sortie longue que quelqu'un qui prépare un 10 km. Mais c'est souvent ce qui est zappé parce qu'on se dit, un peu comme je disais tout à l'heure, il faut y aller, il faut taper dedans, il faut faire de l'intensité tout le temps. Et pour bien faire de l'intensité, il faut avoir la base d'endurance. Pour durer, il ne faut pas que ça soit dur tous les jours. Hein, parce que si on en vrac à chaque séance, ça ne dure pas longtemps. On avait une autre question par rapport à ce qui vous plaît dans le trail. Est-ce que c'est plus les performances de faire par exemple des ultra trails? Est-ce que c'est les paysages ou le challenge carrément que vous mettez propre à vous-même? Franchement, c'est tout quoi. C'est un peu tout. Est-ce que par exemple toi, Manuel, qui vient de la piste, est-ce que tu en as eu marre un petit peu de la piste? Est-ce que tu t'es lassé et que tu as eu envie de découvrir autre chose ou simplement par curiosité d'associer la piste et le trail? Après, sur la piste, je pense que j'avais fait le tour. Après, j'ai eu ce flash un peu en 2012, là où je me suis dit, tiens, la grande course des Templiers, c'est parti, quoi. Et je suis né dans le Jura, donc
j'aime bien la nature et c'est vrai que moi, quand je vais sur le trail du Ventoux, bah, j'y vais à la fois pour aller voir la neige là-haut et puis pour courir, quoi. Ouais. Et puis, bah, c'est vrai que ça permet aussi de découvrir des coins. Par exemple, le circuit du Trail Tour National, là, ça m'a fait bouger un peu. Découvrir le golfe du Morbihan en courant, par exemple, c'était plutôt sympa, même si tout le monde pourrait se dire, bah, tiens, c'était tout plat. Mais non, c'était pas si plat que ça et c'était sympa, hein. Donc les deux, je dirais les deux, franchement les deux. Après, il y avait aussi ce côté, à un moment donné, j'appartenais à la team Terre de Running sur les années là. Et il y avait ce sentiment un petit peu d'appartenir à une équipe un peu comme l'équipe de vélo, tu vois, qui part en stage, qui va faire des reconnaissances de circuit. Ça, c'était des moments aussi sympas. Ouais. On a une autre question. Comment vous pourriez expliquer le succès que rencontre le trail aujourd'hui? On a vu par exemple l'UTMB se faire racheter, développer un peu sa marque, essayer de développer un business autour de ça. Est-ce que vous avez un avis critique là-dessus? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour développer cette spécialité? Il faut savoir que le trail, c'est à la fois un marché en expansion, puisque je vous ai montré, ça a explosé en quelques temps, mais ça reste aussi un marché petit, entre guillemets. C'est-à-dire que le gros marché, c'est le running en général. Vous avez plein de gens qui vont juste faire un footing au parc de la Colombière et qui ne vont pas forcément faire de trail. Donc, les marques, que ce soit des organisateurs, que ce soit des équipementiers, bah, elles ont vu cette croissance. Donc, forcément, elles se jettent dessus, puisque le but, c'est de faire des bénéfices. Mais ça a porté ses épreuves. Il faut voir les premières épreuves. Je l'ai dit, la Western States, ils étaient 14, un peu comme l'Ironman d'Hawaï. Au début, ils étaient 3. Donc, s'il n'y avait pas eu toutes ces marques, s'il n'y avait pas eu tout cet engouement, on n'aurait pas ces épreuves mythiques aussi. Donc, oui, d'un côté, c'est une bonne chose que les marques s'y posent et qu'il y ait des organisateurs qui se développent. Mais effectivement, certains vont dire on perd un peu les notions de plaisir du début ou le fameux esprit trail. Je ne sais pas s'il a existé un jour, mais on le perd. Mais en même temps, moi, peut-être je ne ferai jamais l'UTMB et puis je peux aller courir à Chamonix tout seul. Voilà, moi, je trouve ça bien que les deux se développent. Il faut rester critique parce qu'effectivement, ça amène des travers, c'est plus cher, tout le monde n'y a pas accès, etc. Mais en même temps, c'est ce qui va attirer les médias, c'est ce qui va faire que l'activité se développe. C'est compliqué à analyser. Je ne sais pas ce que tu en penses. Non, je te rejoins sur ce point. Après, c'est vrai que mon Chamonix, j'y suis allé quelques fois. On voit aussi les Templiers, comment ça se développe avec. Chaque année, il y a 2-3 courses en plus. Ça commence le jeudi, ça finit le dimanche soir. Chacun revendique être le berceau du trail mondial. Il y a des petites guéguerres. Après, c'est vrai que je reviens sur l'équipe de France, notamment. On voit qu'il y a certains athlètes qui ne sont pas, notamment chez Salomon, qui ne participent pas aux sélections parce que Salomon refuse qu'ils ils les mettent sur les autres courses. Voilà. Et le jour où ils représentent la France en Adidas en ASICS avant et en Adidas maintenant, ils ne portent pas du Salomon. Donc, du coup, il y a depuis Annecy, je crois qu'il n'y a pas eu d'athlète Salomon envoyé par la marque. Okay. Et ça ne les intéresse pas, ils préfèrent développer leur Golden Trail Series, challenge qu'ils ont créé pour continuer à développer la marque, quoi. C'est un peu un sport. Le développement du trail, c'est un peu atypique. Hein. Vous voyez le nombre de ce qu'a présenté Manu, le nombre de circuits. En fait, c'est un sport ouvert. Donc, entre guillemets, vous pouvez pratiquer le trail tout seul, vous pouvez aller en club, vous pouvez être dans un team, vous pouvez être affilié à une marque. Donc, c'est quelque chose, c'est aussi un sport jeune. Donc, il faut aussi qu'il devienne mature. Donc, il y aura des épreuves qui vont disparaître, des circuits qui vont disparaître, d'autres qui se créent. Et effectivement, comme il se développe, il devient intéressant et les acteurs économiques se jettent dessus avec les bons côtés, les mauvais côtés. Mais c'est aussi au trailer de dire stop ou de ne pas aller ou de choisir ce qu'il veut faire et comment orienter son sport. Alors après, effectivement, le trailer, il y a le loisir et l'élite. L'élite aura peut-être moins le choix.
Et sans le loisir et sans la masse, il n'y a pas d'élite. Et à partir de quel moment on va considérer le nom ultra trail? C'est au-delà de 80 km ou c'est une question de dénivelé ou de... Le mot ultra trail il intervient quand... Pour moi, c'est à partir de 80 km. Après, on a eu un ultra trail de Côte d'Or jusqu'à il n'y a pas si longtemps, du côté de Marsanais, là, qui partait de Chagny. Et bon, il y avait le dénivelé qu'il y avait pour remonter depuis Beaune jusqu'à ici, quoi. Après, je sais pas ce que... Oui, on va plutôt se mettre sur la distance, quoi. En fait, oui, c'est ça, c'est la distance. Là, encore une fois, il y a un aspect un peu mercantile. Je crois que c'est Chamonix, ce que je vous ai dit en 2003, Ultra Trail du Mont Blanc. Et je crois qu'ils avaient même déposé, je ne sais même pas s'ils l'ont encore, le mot Ultra Trail. Et on va dire les premiers ultras, c'était des 100 miles, donc à peu près la distance de Chamonix, donc 160 km. Donc après, comme tout n'est pas forcément normé, on est dans cette distance-là. Avec tous les formats que je vous ai avancés tout à l'heure, tout le monde peut être plus ou moins champion de quelque chose, quoi. C'est que c'est pas le trail, pour peut-être préciser aux gens, c'est que c'est pas fixe, par exemple, comme la course à pied où on peut trouver un semi-marathon. Le trail, on peut rencontrer une course qui a 80 km, un autre qui en a 42, 112. Il n'y a pas de choses vraiment fixes, quoi. Hors stade, et en plus avec un environnement. Donc même deux courses, comme disait Manu, ils ont essayé de normer, mais 2 courses de 40 km, c'est peut-être 2 courses radicalement différentes qui vont se courir à des allures complètement différentes. En fonction de la période, il y aura des conditions différentes. Donc, c'est complexe à s'y retrouver quand même. Mais bon, les acteurs principaux se bagarrent pour avoir quand même la main pour légiférer. Mais bon. Là, il y a déjà eu un grand pas quand même au niveau international avec l'ITRA qui s'est rapproché quand même de World Athletic, la Fédération internationale d'athlétisme. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'est pas dedans, c'est pas forcément lisible. Ouais, c'est ça. Que la course à pied, on sait que l'épreuve phare, c'est le marathon. Il y a le semi-avant, le 10 km, le 5000 et que c'est dégressif. Que l'ultra trail, même par exemple l'UTMB qui organise un 40, un 70, un 100, un 160, si vous n'êtes pas dans le trail, oui, c'est compliqué des fois de savoir où est-ce que vont les. Bon, après, il y a certaines épreuves qui n'ont pas changé depuis des années où il y a des références chronométriques comme Sierzinal par exemple, où là c'est presque comme le marathon, quoi. Je veux dire, si tu as fait temps à Sierzinal, ben, ça correspond à quelque chose, quoi. Pour ça avec la diagonale des fous aussi. TMB. Du TMB, en fonction des éditions raccourcies. Les années en fonction de la météo, quoi. Et comment est-ce que vous voyez l'évolution du coup des catégories jeunes dans la discipline du trail à l'heure d'aujourd'hui? C'est une question du chat. Alors, donc, je vais prendre la parole pour commencer. Tu complètes pas. Depuis quand même quelques années, là, on voit une structuration de l'entraînement et c'est bien parce qu'il y avait des jeunes qui se lançaient un peu à corps perdu dans le trail sans vraiment savoir ce qu'il fallait faire et être encadré. Et on voit de plus en plus, que ce soit dans les clubs ou dans d'autres structures, une mise en place d'un cadre au niveau de l'entraînement pour éviter aux jeunes de faire n'importe quoi. Donc, il faut savoir qu'il y a des marques où il y a des teams de jeunes qui encadrent ce public de 15 à 18 ans. Et ça, je trouve que c'est bien. Alors, le meilleur biais, la meilleure préparation, je pense que ça reste l'approche par la course en montagne, de par le format, parce qu'il faut savoir que la course en montagne est proposée aussi aux catégories cadet juniors. Et je trouve que entre le cross-country, un petit peu de piste, un petit peu de route et la course en montagne, avec le focus sur la course en montagne, ça peut préparer à un trailer jeune à être performant par la suite. Oui. On peut voir, en fait, dans l'inconscient collectif, on imaginait plus on vieillit, plus on va faire du long. C'est un peu vrai sur la route, on faisait 10 km, quand on n'arrivait plus à battre ses records, on passait au marathon. Sauf qu'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, celui qui a cassé un peu les codes, c'est Kylian Jornet. L'année d'avant, c'est un sexagénaire qui gagne, pas loin, et là, c'est un gamin de 20 ans.
Donc, et ça a généré des vocations. Donc, non, aujourd'hui, curieusement, on retrouve dans le trail une population assez, on va dire, âgée. On va dire que c'est peut-être ceux qui ont commencé, qui n'étaient effectivement pas tout jeunes et puis qui ont vieilli avec la discipline. Mais par contre, à l'opposé, on trouve des jeunes. Donc, et curieusement, le ventre mou, c'est un peu le milieu. Et du coup, on trouve aussi la différence par rapport à avant, c'est que, comme disait Manu, en fait, lui, il a commencé la piste, la course sur route, le cross, mais il n'y avait pas de trail. Donc, il est venu au trail par ça. Là, aujourd'hui, on trouve des jeunes qui sont des, entre guillemets, purs produits trail. Un peu comme en triathlon où avant, vous étiez nageur, vous deveniez triathlète ou cycliste. Aujourd'hui, il y a des purs produits triathlon. Et le but, c'est de les former le mieux possible et qu'ils soient bien encadrés, effectivement. Parce que quand on était jeune, on faisait du trail, mais Sans on ne savoir. savait pas que ça s'appelait trail, en fait, Ouais, parce qu'on courait, on courait partout, et vers chez moi, ça monte quand même pas mal. Et voilà, quoi. Donc on était déjà sur les sentiers, mais après, c'est l'histoire de terminologie. Puis il y avait un peu moins de compète. Mais par contre, oui. Les skieurs de fond, c'était des trailers. L'été, ils allaient courir sur des chemins, sur leur piste, et c'était du trail, sauf qu'ils le faisaient dans un autre but. Et oui, les jeunes, c'est entre guillemets, c'est l'avenir du trail, c'est l'avenir de tout, mais c'est l'avenir du trail et je pense qu'il faut s'en occuper, les encadrer. Et pour rebondir sur le témoignage de Manu, je pense que aussi, il ne faut pas forcément les spécialiser. C'est que leur faire toucher un peu à tout pour qu'après, ils soient polyvalents et qu'ils puissent éventuellement se spécialiser, mais pas définitivement. C'est un peu dans le vélo où on fait, dans les catégories jeunes, ils font du cyclocross, de la route, un peu parfois du VTT. Après, ça donne des voûtes en or, c'est pas mal. C'est de la polyvalence. Quoi. Ouais. Et du coup, dès le plus jeune âge, justement, vous les orientez vers ces petits exercices d'agilité, qui est de la proprioception, de petits renforcements, même si c'est des jeunes, vous pouvez faire du renforcement déjà adapté. Et du coup, après, c'est là, je pense qu'on aura un athlète complet et qui pourra être performant dans la durée et bien vieillir avec la discipline. Parce que c'est beau de performer à 20 ans sur un ultra, mais si c'est pour être cassé à 22, c'est dommage, quoi. Donc là, on a une nouvelle question. Alors, elle est un peu longue, mais je vais essayer de la raccourcir. Donc, il fait référence au développement des jeunes. Oui. Que pensez-vous du travail spécifique d'exercice excentrique et pliométrique? Et qu'est-ce qui est bon, entre guillemets, pour les jeunes, pour réduire le risque de blessure, pour les jeunes? Je ne sais pas si... déjà, peut-être expliquer ce que c'est que l'excentrique, parce que tout le monde ne sait pas forcément. L'excentrique, c'est une contraction quand on tire. Quand vous faites de la descente, vous faites de l'excentrique. Et pliométrique, c'est un mix de l'excentrique et du concentrique. En gros, si on monte sur la table, que je saute en bas et que je rebondis, j'ai fait un exercice pliométrique. Donc, c'est des sauts. Je caricature, c'est pour vulgariser. Manu? Non, après, ça fait partie de l'excentrique, ça laisse des traces. Donc, moi, à titre personnel, j'encadre pas des jeunes sur le trail aujourd'hui, de cet âge-là. Après, quand il dit jeune, c'est sur les catégories 15 juniors. Je pense, parce que souvent on entend dire sur les catégories jeunes de ne pas faire trop d'exercices qui solliciteraient, on va dire, les fibres musculaires. Même pas faire de trop longues distances pour les jeunes. Non, au-delà de ça. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est un jeune, tiens, vous l'emmenez faire une course de montagne. Il ne s'est pas préparé ou il va se faire une énorme descente. Il a fait une séance d'excentrique, ou de pliométrique, d'excentrique. C'est une question de dosage. C'est difficile de répondre à ça. Vous avez un volleyeur, il veut se mettre au trail. Il a sauté comme un cabri pendant des années. Ce n'est pas la même chose que si vous récupérez justement un cycliste ou un nageur qui n'est pas habitué aux impacts au sol. Moi, j'aurais tendance à dire il faut individualiser, pas tomber dans l'excès, ça c'est sûr. C'est ce qu'il nous dit à partir de 14-15 ans avec le pic de croissance. Est-ce que pendant ces périodes-là, les jeunes que vous pouvez encadrer, est-ce que on sait qu'il y a des périodes entre guillemets critiques sur le pic de croissance, est-ce que vous adaptez les exercices qui sont un peu plus exigeants pour le corps ou est-ce que vous laissez couler la préparation comme pour quelqu'un de 20-25 ans quoi? Après, ça resterait plus de la préparation générale, je dirais, avec une petite touche de temps en temps. Mais encore une fois, moi, je n'encadre pas ce petit-là pour l'instant. J'espère que ça sera bientôt le cas. La réponse, elle est pareille pour un il y a eu un webinaire sur l'athlète master, c'est pareil. Un master, si vous lui faites faire de la pliométrie, si c'est un gars qui a 30 ans de foot, qui commence à avoir de l'arthrose, il faut doser, il faut connaître son public.
et il faut proposer les exercices adaptés, je pense. Il n'y a pas de solution. Alors, bien sûr, il y a des grandes règles. Un tout jeune, vous n'allez pas lui faire la musculation à forte charge ou des séances intenses de pliométrie, mais il en fait. Hein. Dans la cour de récré, les gamins, ils en font de la pliométrie. Ils sautent partout. Déjà en termes de placement aussi, déjà les postures. Après, quand il y aura plus de volume sur les séances, déjà, c'est bien de mettre quelques touches par-ci par-là. Okay. Donc, on a une petite question de notre président de la fac, qui demande comment est-ce que vous expliquez aujourd'hui le succès du trail? Je dirais que c'est un peu parlé, mais non, mais après c'est un phénomène de société quand même, et tout le monde. Alors ça amène quand même à la course à pied des personnes qui peut-être un jour n'avaient jamais pensé enfiler une paire de baskets quand même. On a vu ça aussi avec les confinements. Il faut le savoir. Hein. Pendant les confinements, on a vu des gens courir qui visiblement ne passaient pas trop de temps à courir. Mais est-ce que c'est bien? Est-ce que ça a amené du renouveau, de la dynamisme dans le... Il faut relativiser le succès du trail. En fait, si on fait un peu de sociologie, on regarde, ça touche quand même beaucoup de catégories socio-professionnelles élevées, enfin plutôt élevées. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui vont avoir il y a du matériel. Il faut aussi, si on s'inscrit sur des courses, pour citer l'UTMB, alors tout le monde ne va pas faire l'UTMB, mais ça a un coût. Et le succès, il est plutôt sur ces catégories-là. Alors bien sûr, il y a d'autres gens qui s'y sont mis, c'est bien. Mais il y a plein de gens, par exemple, il y a plein de gens dans des quartiers défavorisés, ils n'auront pas été courir dans la nature à côté de chez eux, ils vont plus faire des sports comme le foot, etc. Donc, je pense que ça a un gros succès sur un volant de la population, mais il y a toute une population qui reste un peu étrangère à ça, et c'est peut-être le pari du trail d'essayer de toucher plus large et peut-être d'amener, comme disait Manu, des organisations hybrides, un trail urbain, ça ramène le trail dans la ville. Je pense que c'est la richesse qui amène ce succès. Mais moi, pour rebondir sur le fait que vous soyez tous les deux entraîneurs, j'avais une petite question. Est-ce que vous pouvez citer aux gens qui nous regardent un événement qui vous a marqué par rapport à un de vos élèves? Je ne sais pas si vous avez fait l'accompagnement de quelqu'un qui a fait un ultra-trail, ou s'il y a un effet qui vous a marqué pendant votre carrière d'entraîneur. Alors moi, je suis un entraîneur, je me considère comme un entraîneur débutant quand même. Après, en trail vraiment que j'ai accompagné, pas vraiment, moi ce serait plus par rapport à un marathon où j'avais prévu cet automne là, de faire le championnat de France de marathon, où je voulais viser un bon truc, et en fait c'est un de mes athlètes qui a ramené le titre que je visais à quelques mois avant, quoi. Donc ça, c'était la petite anecdote. Mais après, en termes de satisfaction sur ce genre d'expérience-là, moi, j'apprécie tout autant de voir quelqu'un qui va réussir son pari, quelqu'un qu'on aura pris sans une réelle condition physique en début d'année, et qu'on l'aura aidé à se construire, et qui va avoir réussi à passer toutes les embûches de son trail de 25 km, par exemple, qui paraissait une montagne incroyable il y a encore quelques mois, que des athlètes de haut niveau, par exemple, qui vont faire une perf plutôt attendue. Alors que voilà, moi, je mets la balance au même stade. Ouais. C'est à titre personnel, en tant qu'entraîneur, je suis autant satisfait qu'un amateur qui performe entre guillemets à sa hauteur qu'un élite. Quel que soit le niveau, quand on connaît le chemin qui a été parcouru, c'est ça qui m'intéresse plus. Ouais. Et toi, je souscris complètement. J'ai pas de souvenirs en particulier. En fait, c'est plusieurs petits souvenirs. En fait, c'est quand un athlète vient me voir, dire ouais super, j'ai battu mon RP, ça a bien marché, ou ouais super, je suis plus blessé, j'arrive à enchaîner les entraînements. Et c'est ça qui fait plaisir, c'est-à-dire que c'est le processus en fait, de quoi on part et où on arrive, et c'est jamais une directe, hein, donc il y a plein de... Et c'est toujours sympa de voir un peu le résultat et d'avoir un retour surtout. J'ai pas de souvenirs particuliers, c'est plus ces petits trucs ou ces petits échanges à l'entraînement qui sont des bons souvenirs à la fin. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous entraînez plutôt quelle catégorie d'âge? Des adultes. Ouais, des adultes. Ouais. Et pour ma part, je considère qu'il y a plus de personnes, on va te dire, entre guillemets, au-delà de la trentaine, qui s'intéressent au milieu du trail, mais est-ce que vous pouvez me dire le contraire ou non? Est-ce que les jeunes commencent à
s'y intéresser ou comment ça se passe? Il y a des jeunes qui s'inscrivent dans des clubs pour pratiquer de la discipline qu'est le trail ou... C'est un peu la difficulté, enfin, de mon point de vue, après, Manu s'exprimera, mais la difficulté du trail, je pense surtout pour un jeune, c'est qu'il ne va pas forcément voir vers quelle structure s'orienter. Ouais, nous, on est club d'athlétisme, on va être un peu catégorisé. Vous voyez, enfin, on est sur le campus, on fait des entraînements sur la piste. Le jeune, il va se dire, moi, je ne veux pas faire ça. Il n'y a pas de c'est pas encore associé entre les clubs d'athlétisme et le trail. En termes de structuration, il y a tout ça. Je pense que ça reste quand même assez jeune finalement, et jusqu'à maintenant je pense qu'on n'était pas forcément prêt, ou c'était pas dans l'air du temps que tu pouvais pratiquer le trail en étant jeune dans un club d'athlétisme. C'est pas forcément parce que c'est plutôt la piste traditionnelle qui est associée au nom athlétisme. Donc pour autant la préparation hivernale du trailer, elle se passe pour une grande partie de la même façon que les autres membres du groupe, en grande partie, hein, pas tout, hein, mais et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec une piste, et il y a beaucoup d'artifices aussi qui peuvent compliquer une séance sans avoir beaucoup de matériel et voilà, donc je pense que il faut qu'on continue à se structurer au niveau des associations pour pouvoir accueillir ce genre de public et faire passer aussi l'info quelque part, quoi. Effectivement, on va dire. Enfin, moi, ce que je ressens aussi, c'est que le jeune qui veut se mettre au trail, comme il n'a pas forcément identifié la structure qui peut l'accueillir pour faire du trail, il va essayer par lui-même, et c'est erreur, ou il va aller voir sur des groupes, réseaux sociaux, etc., qui vont lui donner forcément des conseils qui peuvent être bien ou moins bien. Il va peut-être se blesser, essayer une fois, deux fois, il va dire c'est pas pour moi, et il n'aura pas fait entre guillemets tout le parcours initiatique pour arriver au trail. Donc c'est compliqué. C'est peut-être ça qui est le frein à l'entrée des jeunes, mais il y a quand même des structures et il y a quand même des jeunes sur les courses. Il faut venir voir sur les courses, ça c'est quand même bien rajeuni. Enfin, moi je trouve. Je ne sais pas ce que tu en penses, Manu. Oui, après il y en a même qui arrivent à tricher sur leur date de naissance pour pouvoir faire la distance. On avait vu ça sur les marathons il y a quelques années. Là, c'est sur les distances de trail maintenant. Même les classiques. Okay. Un minime qui va se mettre 2 ans de plus parce qu'il veut faire le 15 km. Non, au contraire, je trouve que ça se diversifie. Il y a plus, enfin, je n'en ai peut-être encore jamais assez, mais il y a plus de femmes qui franchissent le pas pour aller vers les trails. Il y a plus de jeunes. Moi, je trouve que ça s'ouvre, quoi. Et peut-être aussi avec la multiplication des formats. Ça reste assez jeune quand même. Et oui, je pense qu'il y a un gros travail à faire au niveau PD, formation, etc., pour attirer et former correctement les plus jeunes. Et puis rendre la discipline attractive aussi à leur niveau. Si on prend le calendrier départemental, par exemple, là, on voit que la course sur route, il y a pas mal de courses sur route qui disparaissent. Alors qu'il y a des trails qui ajoutent majoritairement qui arrivent. Donc, on voit qu'il y a un certain glissement quand même de la course sur route traditionnelle vers le trail. Des fois, on a l'impression que le trail il va être plus populaire, entre guillemets, que la course sur route. Les gens ils vont plus être amenés à penser que faire un trail, par exemple, en 10-12 km est plus facile, entre guillemets, pour eux, que de faire un 10 km piste, même le bitume, comme on voit le 10 km de Chevigny. Pour certains, ça va paraître trop spécifique, quoi. Ouais, ça peut pour certains paraître trop élitiste, pardon, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, tous les nouveaux trails qui arrivent sur le calendrier, là, qui gagnent un peu leur place et puis qui réussissent à marcher, c'est ceux qui ont ce petit plus, en fait. C'est-à-dire le truc de nuit dans un événement, enfin dans un endroit un peu sympa. Par exemple, le trail des sorcières, là, Malin, là, il y avait tout l'aspect déguisement. Et là, ils sont partis sur la première édition, ça a marché tout de suite. Alors que des fois, il y a des organisations qui vont se lancer dans des villages. S'ils n'ont pas ce petit plus qui va les différencier de la course du dimanche d'avant ou du dimanche d'après, ils vont rester. Il faut que chaque organisateur trouve en fonction des environnements qui sont autour du village ou ce petit truc, quoi. La différence aussi, c'est peut-être sur un 10 bornes ou sur un semi, c'est normé.
Donc, en fait, vous vous mettez quelque part une pression. Ouais, c'est ça, ouais. Votre collègue de bureau, tu as fait combien au divan? C'est ça, Sur un trail, c'est plus normé. Le Personne but, peut c'est de te finir, juger vous êtes vraiment. content, c'est ça. vous tirez la bourre avec votre copain avec qui vous courez le dimanche à peu près au même niveau. Un coup, ça va être lui, un coup, ça va être vous qui êtes devant. Donc, on est dans une ambiance différente. Ça s'apparente, on va dire, peut-être pour le loisir, peut-être plus à un footing C'est ça, pour certaines personnes, je décontractée. pense, c'est plus. Alors- Ils voient plus le trail en mode loisir qu'en mode Ouais, compétitif. Ouais, c'est ça. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'il y a eu une attraction ces dernières Ouais, années il y a eu autour de cette énormément, discipline. Ouais. parce que les objectifs ont un peu changé, quoi. C'est, ouais, Puis c'est ça c'est- vous sort. Enfin, moi, j'étais surpris dans mon club, mais même ailleurs. Vous avez des gens qui habitent Dijon depuis longtemps et qui ne connaissent pas ils sont jamais allés à Combat à la Serpent, Ça, c'est incroyable. Voilà, c'est- Ça, ça c'est juste me paraît. Et incroyable. c'est un peu ça, je pense, là où le travail a du boulot à faire, c'est peut-être justement dans les zones urbaines, aller chercher les gens et les sortir parce que ça amène un peu d'exotisme et on n'a pas besoin d'aller forcément très loin, quoi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup plus qu'on croit, hein. Quand tu les emmènes, tu dis, à 10 minutes de Dijon, mais il y a Ouais, ça. ça, C'est ouais. pas- Et il y a des gens qui courent et ils font que aller du parc Colombière, etc. Tout le temps. On peut élargir le panel. Avec le camelback. Ouais, Quel que soit son domaine. Ok. Ben, on va peut-être conclure. Si Il personne y a d'autre personne qui a a des questions. a de questions, il n'y a pas l'air d'avoir il y a encore du monde, mais en tout cas, si vous avez des choses à rajouter ou Non, bon, on reste disponible si Ouais, jamais ouais, qui veut nous écrire pour. Si jamais il y en a sur Facebook ou sur Zoom qui n'ont pas vu forcément le début par rapport au travail, etc., il y aura la rediffusion du live sur le site de la FFSU sur Facebook pour voir le début des propos de nos invités. merci à vous surtout. Merci pour l'invitation. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On espère que ça a plu aux gens. Et puis merci à vous aussi de vous être connectés sur que ce soit sur Zoom ou Facebook, d'avoir posé des questions. C'est toujours plaisant que ça soit interactif comme ça. Et puis Et oui, voilà. l'idée c'était de survoler, de présenter, que ce soit la discipline ou l'entraînement. Et si vous avez des questions, vous pouvez mettre nos Et puis, mails. vous les retrouvez au Duc et puis la SPTT. On est Si sur le même jamais, site, vous venez au campus et puis vous tomberez si sur jamais moi. vous avez des questions ou si vous voulez vous lancer, Oui, n'hésitez pas. pas. Si vous voulez vous lancer, Ouais, n'hésitez pas. Si ça vous a donné envie de. La chose à retenir, c'est que alors, le trail, ça peut s'improviser, mais c'est quand même mieux. Avec Manu, on a un certain âge, on court depuis 30 ans. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'avoir des coureurs qui soient capables de courir pendant 30 ans et même plus vieux. Donc, essayez quand même de vous rapprocher de gens compétents. Il y en a plein, même dans d'autres clubs ou dans d'autres structures, pour faire les choses dans le borneur. Parce que oui, il y a l'engouement. On a parlé d'ultra. Tout de suite, on veut peut-être aller vers l'ultra. Il y a des étapes à faire et pour ne pas se péter, je pense que c'est important d'avoir les bonnes bases. Ouais. De liberté, mais il faut quand même faire attention. Eh ben, on vous remercie. Et puis, si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à aller les voir ou même sur les réseaux sociaux, etc. Merci à vous. Merci à tous. Bonne soirée.